quelqu'un a dit la vie et la mort se trouvent dans l'assiette, une assertion qui évoque la sécurité des aliments, laquelle commence déjà dans la manière dont ces aliments sont produits, raison pour laquelle nous allons aujourd'hui parler de l'utilisation des pesticides par les maraîchers au cours de cette émission que j'ai le plaisir de présenter avec Alfred Toumba. Bonjour Alfred. Bonjour Bibiche. Journaliste spécialisé en questions d'environnement, et aujourd'hui il en sera question justement, nous allons parler de la problématique de l'utilisation des pesticides par les maraîchers, et nous avons trois invités pour ce thème. Nous avons le docteur Jean-François Corti. Bonjour. Bonjour, vous êtes le président de Médecins du Monde, et quand je dis président, c'est au niveau mondial et pas que au niveau de la RDC. Et nous avons à votre droite Monsieur Mamba, vous êtes responsable de la direction de protection des végétaux au sein du ministère de l'Agriculture. Bonjour. Bonjour. Voilà, et nous avons le professeur Papi Bonkena. Vous êtes enseignant à l'université de Kinshasa et aussi à l'université catholique du Congo, et vous êtes activiste en faveur de l'agroécologie. Voilà pourquoi vous êtes intéressant dans cette émission. Voilà, alors pour commencer, quoi de plus normal que de vouloir en savoir un peu plus sur cette organisation dont vous êtes le président, Médecins du Monde. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux d'être à Kinshasa et en RDC aujourd'hui. Médecins du Monde, c'est une organisation, vous l'avez rappelé, d'envergure mondiale. On a des programmes dans 30 pays, y compris en France où se trouve le siège social. Médecins du Monde France, il y a aussi d'autres Médecins du Monde, Espagne, Suisse, Belgique, entre autres. C'est un réseau de près de 17 Médecins du Monde. Médecins du Monde France intervient au Congo, notamment, depuis de nombreuses années, sur différents programmes et différentes problématiques. Nous avons travaillé à Goma il y a de nombreuses années sur la question du VIH, on travaille sur Kalemi aujourd'hui, et on travaille aussi à Kinshasa sur les problématiques de droit en santé sexuelle et reproductive, et bien sûr sur la question de la santé environnementale, qui est un sujet que l'on essaie de porter dans le paradigme humanitaire Médecins du Monde, avec des programmes en France, mais aussi au Népal, aux Philippines et en RDC sur les questions spécifiques de la santé environnementale et du paradigme One Health. Mais pourquoi avoir choisi d'aborder cet aspect de santé environnementale ici à Kinshasa, d'autant plus qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent intéresser votre organisation, mais vous avez mis un accent particulier sur la pollution des pesticides dans les maraîchages à Kinshasa. Oui, ce qui nous importe, c'est de pouvoir travailler dans un pays où on a de bonnes relations avec les autorités, avec aussi les communautés, avec les acteurs de santé du territoire. Et donc, Kinshasa est relativement stable. On sait que si on démarre un programme en santé-environnement, ce n'est pas un programme d'urgence où il faut imaginer quelques mois de programme. Il faut s'intégrer dans une vision de durée, c'est-à-dire penser à des programmes qui vont durer plusieurs années. Et donc, nous avons une approche communautaire. L'enjeu de ce programme qui a démarré en 2022 ici à Kinshasa de Médecins du Monde sur la question de santé environnementale, c'est de travailler avec de nombreuses associations communautaires. Je pense à APRM notamment, l'association des paysans maraîchers rizicoles. Je pense à MMR notamment, qui sont une association de mamans maraîchères rizicoles. C'est près d'une vingtaine d'associations avec lesquelles nous travaillons sur l'est de Kinshasa, avec aussi le système de santé, notamment les centres de santé de territoire, où l'idée c'est d'abord de pouvoir faire en sorte que les maraîchers aient accès à des systèmes de santé fonctionnels, à des centres de santé où on répond aux maladies classiques, mais aussi qu'ils puissent bénéficier d'une sensibilisation sur les risques encourus par l'utilisation de nombreux pesticides, qu'ils soient autorisés ou pas, dont on sait qu'ils sont pour la plupart des poisons, on les utilise en RDC ou dans le reste du monde, et qui donc il faut pouvoir se protéger. Et ça passe par une régulation, on y reviendra, mais ça passe aussi par des messages de sensibilisation pour apprendre aux maraîchers, aux maraîchères, quels sont les risques encourus par la pratique et l'utilisation de ces produits phytosanitaires, d'ailleurs qui sont aussi des risques pour les usagers et pour les consommateurs. Il y a beaucoup d'études dans le monde, pas spécifiquement sur la RDC, on verra justement que dans beaucoup de pays, on manque de données épidémiologiques sur l'impact de ces produits dans la santé, mais il y a beaucoup d'études à l'échelle internationale qui montrent une corrélation entre
certains types de pesticides, et il y en a beaucoup, c'est des milliers de pesticides, et des maladies comme la maladie de Parkinson, qui est une maladie neurodégénérative, comme des cancers, des leucémies, comme notamment des infections respiratoires de type allergique, comme des cancers de la prostate chez l'homme, des cancers du sein chez la femme. Donc il y a tout un tas d'arguments scientifiques qui ont montré, de par différentes études, les corrélations entre la question de la pratique de certains pesticides et des maladies, on va dire, chroniques graves, hein, qui sont mortelles. Moi, dans l'absolu, en tant que médecin, je sais qu'il faudrait interdire les pesticides dans le monde. Mais je sais que je suis un pragmatique. Et le pragmatisme, c'est que les produits phytosanitaires seront encore utilisés parce qu'il y a beaucoup de pression, de lobby, parce que ça peut être utile dans certains contextes. Mais l'enjeu, voilà, c'est au moins de donner l'information à la population pour qu'elle puisse avoir le choix aussi de ces pratiques, qu'elle puisse être informée de ça. Et puis, pourquoi pas, et c'est aussi l'enjeu avec nos collègues scientifiques de Kinshasa, de travailler sur une évolution, une transition de pratiques agricoles vers du bio. Voilà. Et ça, évidemment, c'est pour moi un sujet fondamental parce que non seulement la question de l'agriculture, c'est une question de vie et de mort pour tout le monde en termes de ressources, en termes d'alimentation, mais c'est surtout une question de santé publique. Et donc, il faut pouvoir avoir des données rationnelles, objectives, pour pouvoir orienter des politiques adaptées. Monsieur Mamba Mamba, qu'est-ce que le pouvoir public met en place comme mécanisme pour garantir la bonne utilisation de pesticides? Nous avons entendu le docteur ici qui a dit que c'est impossible d'interdire l'utilisation des pesticides dans le monde. Mais alors, comment faites-vous et que faites-vous en fait pour garantir la bonne utilisation des pesticides dans le pays? Pourquoi on utilise des pesticides? Là, nous sommes dans le domaine santé végétale et production. Vous avez tout ce que vous avez comme culture. À un certain moment, vous et moi, nous allons à l'hôpital quand on tombe malade. Mais vous avez déjà vu l'hôpital pour les végétaux? Alors, quand les plantes qui sont aujourd'hui confrontées à des infestations, des bactéries, des virus, des insectes et tant d'autres bioagresseurs, on recourt principalement aux pesticides. OK? Alors à ce moment-là, quand ils recourent à ces produits, ils s'exposent en même temps à des conséquences de ces produits. Hein? Alors quand ils s'exposent à ces conséquences, ils doivent recourir aux pesticides. Généralement, on leur conseille d'avoir des pesticides homologués. Hein? Homologués, c'est-à-dire ceux qui ont suivi le processus, l'analyse des risques est limitée, la matière active est identifiée et l'efficacité sur le produit qui doit être sur les bioagresseurs identifiés doit être reconnue. Mais ce qui est important de savoir, je crois que vous l'avez abordé avec le président, c'est que quand on est sur l'effet des risques d'un pesticide, les risques là, c'est sur la santé humaine, végétale et environnementale. Pour être beaucoup plus pragmatique, aujourd'hui à Kinshasa, on voit sur les marchés, il y a beaucoup plus un produit qui s'appelle Sniper, que beaucoup d'équinois utilisent même dans leur maison et tout ça. Est-ce que au niveau du ministère, vous avez pris le temps d'analyser ces produits et voir sa toxicité et comprendre la manière dont les communautés l'utilisent, que ce soit dans leur maison pour lutter contre les moustiques, que ce soit dans leurs plantes au niveau des jardins, si ces produits présentent beaucoup de risques? Ce qu'il faut savoir d'abord, les snipers, quelle est sa matière active? C'est du chloropos. C'est un produit hautement cancérigène, hautement toxique. Sniper, c'est un nom commercial. Vous n'avez pas utilisé Delta Force. C'est toujours du chloropos. Mais depuis 2014, 2016, dans le monde entier, le produit est retiré. Je vous dis, du chloropos, la matière active est retirée à travers le monde. La tricherie, c'est qu'on le remet au jour d'aujourd'hui, de 2014 à ce jour. Le ministère a sorti une communication l'interdisant, un arrêté le retirant du marché, il ne peut pas être. Il n'y a aucun papier donné en importation
à quelqu'un d'importer du chlorvos sous une forme ou une autre. Mais vous allez le retrouver dans ce qu'on appelle alimentaire, que ça vient dans les séries de tout ce qui est produit alimentaire dans les supermarchés. Mais comme les gens ne lisent pas, hein, vous pouvez maintenant, tout le monde a les portables, il peut taper du chlorvos, il va retrouver que c'est ça la matière active. Et cette matière active est retirée du marché mondial. Il n'existe pas. Il n'y a aucun importateur qui, au Congo, aujourd'hui, possède un papier sur lequel on a dit qu'il importe Delta Force ou du chlorvos ou Sniper. Non. Je vous ai demandé quels sont les mécanismes que le pouvoir public met en place pour protéger la population. C'est vrai qu'il y a l'aspect d'homologation de produits, mais vous le dites bien, la population, il y a des gens qui ne lisent pas. Mais est-ce qu'il y a des mesures coercitives, par exemple, pour imposer le retrait en fait de ce produit sur le marché, qu'on voit d'ailleurs sur le marché et qu'on continue d'utiliser? Est-ce qu'il y a des mesures en fait qui contraignent en fait Non, la première disposition est légale. Au niveau légal, ces produits ne sont plus homologués. C'est ça la première disposition. Et l'État l'a disposé au niveau des importations. Puisque nous sommes ici au Congo, il n'y a pas d'usine de fabrication de pesticides. Il n'y en a pas. Donc tout vient de l'extérieur. De l'extérieur maintenant, vous ne pouvez faire entrer ce produit au Congo que si il remplit les 3 conditions d'homologation. Mais hélas, nous avons plus de 240 points d'entrée. Hein? Et il y a la fraude existe également. Donc ce produit-là se retrouve par devoir, d'une manière ou d'une autre. S'il arrive, le pays a plus de 2 300 000 quelques kilomètres carrés, s'il entre dans un point qui est à Malembankulu, il est déjà en République démocratique du Congo, il va progresser jusqu'à Kinshasa. Il peut circuler déjà à Kinshasa. Alors, quelles sont les mesures que l'État dispose? C'est de mettre aux frontières des inspecteurs phytosanitaires. Des inspecteurs phytosanitaires assermentés. C'est la phase que nous sommes maintenant. C'est-à-dire qu'il est assermenté, il peut être pris à charge et à décharge. S'il fait entrer, c'est lui qui va être poursuivi d'avoir favorisé. Hein? Donc ça, ce sont des dispositions légales qui sont mises en place. Le reste, c'est le ronde phytosanitaire. Puisque l'autre disposition ne peut vendre un produit phytosanitaire que celui qui possède officine phytosanitaire. Comme de pharmacie pour les médicaments. Donc tu ne peux pas, si tu n'as pas d'officine phytosanitaire, tu ne peux pas vendre. C'est une disposition légale. C'est comme ça que vous trouvez les gens qui revendent, ils ont ça. Mais les tricheurs n'utilisent pas cette voie-là. Vous comprenez? Donc ce qui fait que les mesures correctives sont là. Hein? Mais il ne faut pas oublier que le commerce illicite existe. Et c'est à cela que l'État doit se battre, puisque dans les décrets portant règlement phytosanitaire, il y a un barème de sanctions. Professeur Papi Bonkena, vous êtes un peu plus sur terrain, vous êtes enseignant, vous êtes sensibilisateur. Alors, quel est le constat sur terrain par rapport à l'utilisation des pesticides par les maraîchers? Quel est le constat que vous faites sur terrain? Voilà, je disais, le constat aujourd'hui, la Kinshasa, le constat est globalement amer. Pourquoi je dis ceci? Parce que tous les marchés pratiquement utilisent les pesticides. Et ces pesticides ont des conséquences ou impactent non seulement la santé, mais aussi l'environnement. C'est une bombe à retardement, une bombe sanitaire et écologique. Et si on n'y prend pas garde, dans 15, 20, 30 encore, on va découvrir beaucoup de choses sur l'utilisation des pesticides. Mais au moins, il faut dire que sur le plan de la santé, même s'il n'y a pas encore des évidences, parce que comme on a dit tantôt, il faut qu'il y ait des études très poussées pour mettre en évidence des corrélations, mais ça impacte la santé, notamment la santé des maraîchers. Il y a des études qui sont faites au niveau de certains sites, Mazangungu, Kinshasa, qui montrent que les maraîchers, après avoir utilisé les pesticides, ils tombent malades. Les maraîchers, par exemple, sans avoir ce qu'on appelle des équipements de protection individuelle.
sans masque, sans gants, sans bottes, et même les moments, on n'utilise pas les pesticides à tout moment. Quand il y a le vent, et si vous voyez la direction du vent, tout ça, il y a un problème dans l'utilisation et ça impacte la santé des maraîchers. En dehors de ça, il y a les pesticides polluent aussi l'eau. Vous voyez, on arrose les légumes. Et cette eau-là, on utilise les pesticides. Cette eau est polluée. Et cette eau, dans les milieux périurbains, il faut le dire sincèrement entre nous, il y a certains mamans, les enfants, qui ont des assiettes avec cette eau. En amont, quelque part, ils sont là pour avoir les assiettes. Et avec le risque même d'utiliser cette eau-là pour comme eau de boisson. Et là, c'est un danger aussi. Et les pesticides polluent aussi les sols et sous-sols. Parce que dès qu'on utilise ça, ça passe par les sols et sous-sols. Et à ce moment-là, il y a la biodiversité du sol qui peut être touchée et ça impacte aussi cette biodiversité-là. Globalement, c'est un problème. Il n'y a pas seulement les maraîchers, il n'y a pas seulement les sols et sous-sols, il y a aussi les consommateurs. Là, je parle de la contention des aliments. Hein? Vous et nous sommes des consommateurs. Les légumes là que nous consommons, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Imaginez un maraîcher qui applique les pesticides aujourd'hui, après une semaine, il va récolter les légumes. Il va au marché de Bitabé, au marché de Matete, vous êtes là, maman, vous achetez les légumes. Ça ne fait rien. Vous venez, vous préparez et nous on consomme. Les produits, les légumes ont été récoltés sans pourtant tenir compte des rémanences de ces pesticides. Et donc ça pose un problème au niveau des consommateurs. C'est pourquoi des projets, je dirais des projets comme des projets développés par Mexel Limon en RDC, tout ça pratiquement, c'est très important. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un projet pilote. On a été d'accompagner les maraîchers. En même temps, c'est le volet sensibiliser les maraîchers pour qu'ils adoptent d'autres comportements dans la production, notamment des alternatives à l'utilisation des pesticides chimiques. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les biopesticides, que les projets appuient. Parce que les projets qui collaborent avec les scientifiques, qui sont de mettre en place les biopesticides et qui sont mis à la disposition de ces maraîchers. Et donc, il faut aller avec des études d'expérimentation pour démontrer que si vous quittez les pesticides chimiques et vous allez vers les biopesticides, voici ce que sera les rendements. Et les études montrent qu'avec les biopesticides, les rendements sont toujours meilleurs. Aujourd'hui, il y a les centres agroécologiques du Brasserie, avec la politique de Mexel du Monde. On commence avec Caritas. C'est là où on a fait cette expérimentation-là. Et je crois bientôt, on voit comment certains maraîchers commencent déjà petit à petit à comprendre et aller vers ces modes de production. Voilà pourquoi on va se rendre notamment à Massina pour voir comment est-ce que ces maraîchers travaillent, qu'est-ce qu'ils ont déjà mis en place, parce que ce sont de vrais partenaires, pas seulement, ils sont pas passifs, hein, ils sont en train de travailler comme nous l'avons vu, Alfred, moi et vous aussi, nous allons voir à travers les images ce qui se passe sur terrain. Voilà, je suis très touché par votre accueil, c'est très émouvant, c'est très fort pour moi. L'important c'est que nous soyons dans une collaboration où vous partagez avec nous vos besoins, les priorités, que nous construisions avec vous le projet qui vous corresponde et que nous ayons de bons résultats. C'est que vous puissiez travailler dans de meilleures conditions, que vous puissiez avoir l'accès à la santé de meilleures conditions et que vous pouviez avoir aussi une vie qui soit meilleure. Merci beaucoup et bravo à toutes et tous. Merci. Nana koyebsanga pepe elaxini. Awa ezali kolona ndenge ya kala. Oyo tolona ka tutaka engrais. Kuna PPI ezali kolona oyo baye kolakisa biso ba postmase kolona sans engrais. Très bien. Topetela maboko Bon, awa toyokanaki tosala ndenge nini na mukala biso toyokanaki tokolona concombre. Sikoyo toyokanaki avant tolona concombre tosala nini ndenge eza tolaboraki pepe ezali bofongoli mabele totie matiti tozipi donc totie fumier de fond tozipi tobwaki fiante nsima nango tozipaki matiti oyo mpo tolona mokolo wana te noki te mokala na biso ekobeba soki mbula ebeti mabele ebebaka lisusu
yango tozipaki po ata mbula ebeti mokala na biso etikalaka ndenge wana. Nazali endogène. Mais ya site oyo te biso toyende ko visiter baninga. Biso bandogène nde tolandelaka lolenge ba maraîcher bazosala. Bazosala na champ école voire même tolandaka bango na ba champ na bango. Tozokende kolanda bango koma ndenge nini basengeli kosala bilanga. Ba mesure ba makambo nyonso na ndenge ya kopekisa bango kotia ba engrais chimique na kati ya babilanga. Biso bandogène photo tambola na kati ya babilanga po ba mama mususu bazalaka ata yoki mateya mais akolanda te. Alors biso toza wana fona ko corriger ko contrôler bango. Ko contrôler bango ko lakisa bango kotala est-ce que réellement batiki musala ya kotia ba engrais chimique na bilanga. Le nom de notre programme, c'est le programme national de santé au travail. La santé des maraîchers nous intéresse à plusieurs niveaux. C'est une catégorie de travail qui sont dans le secteur informel. Et au Congo, le secteur informel occupe plus de 90% des travailleurs. Les agriculteurs au Congo, en RD Congo, c'est plus de 50% des travailleurs. Donc la santé des maraîchers nous intéresse dans ce sens que le travailleur, quand il est en bonne santé, eh bien, il va faire un travail de qualité. Totondi botondi bande kuna ba médecin du monde balakisi biso balobi to sengeli koliaka biloko to kotiaka kisi mingi na bilanga te pona to diminuer to ya mortalité likolo ya bandunda nde bango penda to pesi bango longonia. Je suis Sandrine et je suis directrice de la santé à Médecins du Monde. Et je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'accueil. En plus, l'accueil en chanson, ça donne la joie. Alors merci beaucoup pour ça. Et comme disait Jean-François, on est vraiment ici pour vous écouter avec l'équipe, avec les partenaires, avec le centre de santé, pour qu'ensemble, on puisse construire une meilleure santé pour vous, pour vos familles. Et on va essayer d'améliorer les choses petit à petit ensemble. Merci et merci encore pour votre accueil. bolakisi biso lolenge ya santé ezala malamu, lolenge ya biso moko komibatela pe tobatela population baninga nyonso po biso tozolesa mboka. Vraiment eza initiative moko ya kitoko makasi tosepeli nango mpenza makasi. Tolisa Congo ebongo balia ndunda, balia matembela, balia loso, bambisi na bino wana bala mer, bambisi na soso wana biso yango te. Biso bilanga. Voilà, vous avez visité le terrain, vous avez vu des gens qui aujourd'hui ont été sensibilisés, formés et qui utilisent aujourd'hui des approches alternatives. Quel est les sentiments que vous avez eus, que vous avez en fait en voyant tout le travail qui est en train de se faire sur le terrain? D'abord, je suis très fier du travail des équipes de Médecins du Monde, des partenaires de terrain, Caritas, les associations communautaires, le travail aussi avec les autorités qui est constructif sur un sujet qui est sensible, hein,
où il y a des questions financières importantes, de lobby phytosanitaire et où c'est pas simple de naviguer. Et je vais dans le sens de ce qu'a dit le professeur Papy, que je remercie aussi pour son engagement à nos côtés, de rappeler que c'est un projet qui va s'inscrire dans la durée. On ne change pas du jour au lendemain comme ça des pratiques. Soir, hein. Surtout que c'est un sujet compliqué, vous l'aurez compris, parce que l'on est au cœur des inégalités sanitaires, sociales et environnementales et que se posent des questions de lutte contre la pauvreté aussi et des questions de rendement chez des agriculteurs qui sont toujours en flux tendu hein, sur des ressources qui sont souvent précaires. Ils ne peuvent pas rater une récolte et donc la question de l'accompagnement vers du bio peut ou doit parfois s'accompagner de mesures qui vont dans le sens de lutte contre la pauvreté. Et ça, c'est vraiment un sujet important sur lequel je voulais intervenir. C'est rappeler qu'on va s'inscrire dans la durée, qu'en termes de projet, on est en train d'évoluer, c'est-à-dire qu'on a commencé les programmes de sensibilisation qui ont de bons résultats et les maraîchers et maraîchères, ce n'est pas des gens idiots, ils comprennent très bien ce qui se passe autour d'eux, ils comprennent très bien les enjeux de santé, donc on va continuer à travailler sur la sensibilisation, continuer à faciliter l'accès aux soins dans le dispositif de santé de proximité, et puis je pense que dans la maturation du projet, il faut avoir plus de données médicales sur de quoi les gens sont malades. Pour pouvoir publier simplement, on sait de manière globale, on l'a rappelé, les études montrent que les pesticides sont CMR, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison qu'à Kinshasa, il n'ait pas ces effets-là comme ils peuvent l'avoir à Paris ou à New York. Enfin, il y a, peu importe là où on l'utilise, on sait que potentiellement ces produits ont des risques. Ce qui est intéressant, je pense, pour les autorités ici, c'est d'avoir une lecture en temps réel de l'impact sanitaire sur la population. Et je pense qu'avec nos collègues universitaires, avec les autorités sanitaires, la prochaine étape, c'est de davantage documenter cette réalité épidémiologique. Ensuite, peut-être je vais réagir sur les propos du monsieur le directeur qui sont fondamentaux, c'est-à-dire qu'à la fois, il renvoie à la capacité de la République démocratique du Congo d'avoir une régulation des intrants avec toutes les problématiques liées aux produits qui sont interdits, à la fraude, et c'est pour un pays aussi vaste, c'est difficile matériellement de contrôler, mais on voit que les annonces qui sont faites vont dans le sens d'une intention de contrôler à l'échelle du pays. Mais l'enjeu, pour moi, il concerne l'aspect des normes internationales qui concernent pas que la RDC, la France, l'Europe, tout le monde. Et là, je pense qu'une association comme la mienne, on peut être très critique et très en attente de la communauté internationale sur des questions de régulation et de normes sanitaires. D'abord, je trouve insupportable que, par exemple, l'Europe interdise des produits qu'elle continue à vendre dans le sud global. Ça, pour moi, en tant qu'acteur d'une organisation médicale, humanitaire et de défense des droits de l'homme, je trouve qu'il y a une forme de racisme environnemental, c'est ça le concept. Est-ce que vous menez un plaidoyer justement on est en action avec d'autres associations sur cette idée qu'il n'est pas normal que dès lors qu'on a considéré qu'en Europe des produits sont dangereux, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, que l'on puisse continuer à les vendre dans les pays du sud global, et je ne veux pas être offensant comme ça, où on voit qu'il y a des régulations qui prennent plus de temps, et c'est normal, des juridictions qui évoluent. Je trouve que c'est pas normal qu'on continue à vendre des produits qui sont interdits chez nous parce qu'on sait qu'ils sont dangereux. C'est de la vente de poison assumée, et ça fait partie du plaidoyer des organisations médicales comme la mienne. L'autre volet qu'il faut avoir en tête, et ça concerne tous les pays, c'est les normes d'autorisation de mise sur le marché. Il y a beaucoup de pesticides. En Europe, par exemple, c'est 1400 produits qui sont utilisés. Les trois quarts, on a très peu de vision sur l'impact de la santé qu'ils ont. En général, on demande aux entreprises elles-mêmes de produire des données sur l'impact de leurs produits. Alors, vous imaginez qu'on peut avoir des doutes sur la méthode. C'est depuis les années 80 comme ça. Donc, il y a une réflexion à avoir sur les enquêtes qui sont faites par les firmes par rapport à la capacité de dangerosité du produit. Ça concerne tout le monde et pas que la RDC. Il y a la question aussi de la capacité à pouvoir documenter les effets sur la santé. Et souvent, ce que l'on remarque, c'est que pratiquement 90% des produits mis sur le marché, on n'a pas étudié l'impact cancérigène. Parce que c'est compliqué, hein, il faut de l'épigénétique, et bien souvent, c'est juste 10% de la capacité cancérigène des produits qui sont documentés. Qu'est-ce qu'on fait? On met quand même les produits sur le marché, que ce soit à Kinshasa, à Paris ou ailleurs, et puis au bout de 10 ans, on se rend compte, quand on a la capacité épidémiologique clinique, c'est-à-dire de voir qu'il y a des gens qui tombent malades, de dire tiens, mais peut-être le produit est dangereux, et on va l'arrêter. Entre-temps, il y a d'autres produits qui ont été mis sur le marché. Donc il y a un enjeu à la fois économique, sociologique, de santé publique,
où je pense qu'il faut une coordination internationale d'acteurs de société civile, mais aussi d'États qui ont le souci de protéger leur population, de réfléchir sur les normes qui induisent l'autorisation de mise sur le marché, et je pense être beaucoup plus strict sur les indicateurs d'autorisation de certains produits. Je pense que ça vaut le coup de pouvoir aider et d'accompagner les autorités à avoir une vision en temps réel de ce qui se passe réellement. Parce qu'à partir de là, on pourra avoir d'autres politiques qui pourront être adaptées aux besoins, aux autorités aussi de pouvoir être plus forts dans souvent les négociations avec les vendeurs de phytosanitaires. C'est pas facile, c'est des lobbies puissants. Et donc il faut donner des arguments scientifiques aussi aux autorités pour pouvoir défendre leur population face à des lobbies qui sont souvent plus guidés par le profit que par la santé publique. Et je dis ça peut-être de manière caricaturale, mais en tout cas c'est le combat de nos associations de porter les communautés, de leur donner la capacité de se défendre par elles-mêmes. Alors vous pensez, vous voulez, et c'est ce que vous faites d'ailleurs, apporter votre appui au gouvernement, mais vous avez besoin de quoi vraiment en tant que pouvoir public pour avoir une vision réelle de ce qui se passe sur le terrain? Quels sont les défis qui se présentent en fait, sur lesquels il faut travailler? Je vais terminer là où le président a achevé, c'est les défis sur la mise en œuvre des normes. Quand je vous parle de l'homologation, quand je vous parle de la certification des aliments, tout est normé. Parce que vous ne pouvez pas utiliser un pesticide sans savoir la limite maximale des résidus. C'est un élément fondamental. Qu'il soit chimique, qu'il soit biopesticide, il y a toujours des limites maximales de pesticides qui sont recommandées. Ça, qui sont recommandés, qui doivent être appliqués. Le défi principal que nous avons, c'est la mise en œuvre de normes. Ça, c'est important. Deuxième défi, c'est les laboratoires de qualité. Quand on vous dit que vous allez voir les effets négatifs de produits phytosanitaires, il faut les analyser. Il faut les analyser. Puisque aujourd'hui, les les pesticides interviennent pour lutter contre les bioagresseurs, qui est un élément réductif de la production. Mais la production seule ne dépend pas des pesticides. Elle dépend aussi de la qualité des semences, de la qualité du sol et de la qualité des fertilisants qui sont utilisés. Donc ici, nous avons ciblé un aspect qui est un aspect de protection. Et sur cet aspect de protection, il y a également, aujourd'hui, le Congo, c'est ça la chance que le Congo a, est affilié à adhérer à plusieurs conventions internationales. Le Codex Alimentarius, qui regarde la sécurité sanitaire des aliments, la Convention internationale pour la protection des végétaux, et tout ça sont liés à ce qui est concept aujourd'hui de One Health. Les défis que nous avons, ils sont à ce niveau-là. Les défis que nous avons aussi, pour un territoire aussi important, c'est le soutien financier du pouvoir public et, si possible, de partenaires de développement. Ça, c'est important, puisque si vous avez ces défis, vous devez avoir le matériel de détection de ce que vous avez. Ce matériel de laboratoire de détection, ce n'est pas des cadeaux. Vous devez avoir, ça c'est un défi important que nous avons pour un pays si important, il doit avoir un laboratoire phytosanitaire de qualité à segmenter, accrédité, pardon. L'autre défi, c'est le défi de communication. Puisque la communication est un gage de la prévention. Donc, quand les gens ont l'information, ils savent éviter. Non, sniper, je n'utiliserai pas. Puisqu'il représente, même s'il ne connaît pas les conséquences, mais il sait qu'il a eu la communication que c'est dangereux. Donc ça, c'est aussi un défi important à ce niveau-là. L'autre défi, c'est renforcer la réglementation. Celui qui la viole, il est exposé aux conséquences. Je crois que c'est sur ce chemin-là qu'il faut continuer à aborder. Alors, docteur Jean-François, justement, le directeur vient de l'évoquer, beaucoup de défis, et parmi lesquels il y a également ces défis de financement pour aider les pouvoirs publics à faire son travail. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous travaillez quand même pour mobiliser les moyens nécessaires qui peuvent peut-être demain aider à avoir un laboratoire comme il le souhaite? Ça, c'est une petite question. Mais je voudrais aussi évoquer justement la question liée à la gestion foncière des terres. Parce que certains maraîchers pensent qu'ils ne peuvent pas recourir, par exemple, aux biopesticides du fait que les terres sur lesquelles ils travaillent
ne leur appartiennent pas et il faut peut-être aller plus vite. Plus vite, c'est aller dans les pesticides chimiques. Donc, est-ce qu'à ce niveau-là, vous travaillez? Est-ce qu'il y a des solutions que vous apportez? Oui, le professeur Papy complétera aussi sur cet aspect sociologique et foncier, mais encore une fois, sur ce sujet-là, l'enjeu, c'est la santé des personnes donc, et du maraîcher qui manipule le produit. Qu'il soit sur un terrain qui lui appartienne ou pas, il est exposé à des produits potentiellement dangereux. Donc tout l'enjeu va être avant tout la sensibilisation, il me semble, autour des pratiques. La question foncière va se poser, mais sur un autre registre, dans une autre temporalité, il me semble, que la question sanitaire. Sur le volet des financements, alors nous, Médecins du Monde, une organisation indépendante. On a des financements à la fois institutionnels, des États, mais aussi des financements issus de la générosité du public. Donc on peut choisir les programmes là où on veut, on n'attend pas, on ne répond pas à un agenda politique étatique. On est indépendant, impartial, on est une ONG médicale, de société civile, et on intervient sur des approches communautaires. C'est-à-dire que moi, quand mes équipes travaillent ici, où il y a des expatriés, mais on travaille beaucoup avec des Congolais, l'enjeu, c'est pas d'être un néocolonialiste qui arrive et qui explique comment il faut faire. C'est en construisant des stratégies avec la science locale, avec les autorités locales, avec les communautés, pour pouvoir être dans un échange. Moi, je crois à cette vertu philosophique de l'action humanitaire, c'est l'échange. C'est pas les uns, il n'y a pas un rapport de domination. Ça, il faut vraiment le repréciser. Après, l'argent, on peut aider à aller le chercher là où il est, là où il faut. D'accord ? Sur la question financière, évidemment, c'est un gros sujet. Monsieur le directeur l'a rappelé, avoir un laboratoire de qualité, ça coûte énormément d'argent, avec l'entretien, avec les ressources humaines, avec les produits. Donc je ne sais pas si nous, on arrivera à être... On arrivera probablement peut-être avec les acteurs scientifiques à être moteurs dans le plaidoyer pour accompagner le développement et l'intérêt de ce genre de structure. En revanche, nous, on va continuer à financer notre projet et nos partenaires de terrain parce que on n'a pas la vocation d'avoir une approche nationale, on n'a pas les moyens et puis on n'est pas les autorités du Congo. En revanche, être sur des approches très micro, sur un territoire donné, avec quelques associations locales, quelques centres de santé, en lien avec des chercheurs universitaires avec qui on partage un terrain de publication. C'est comme ça que nous avons évolué, faire la preuve que certains produits dont on sait qu'ils sont cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, eh bien, ils le sont aussi sur les territoires où on intervient. Et à partir de là, à partir de cette documentation, faire ce qu'on appelle une mise à l'échelle, et ça, c'est aux autorités de le faire, de pouvoir prendre des mesures à l'échelle nationale. Je pense que l'enjeu très fort, pour m'arrêter là et passer la parole à mon collègue sur les aspects que vous avez évoqués, l'enjeu très fort, c'est de défendre aussi une spécialité qui est la toxicologie. La toxicologie, dans le champ de la médecine, c'est l'étude justement des produits, ce qu'on appelle tout ce qui relève des produits toxiques, les exposomes. Le terme scientifique, c'est les exposomes. Sur des maladies rares, comme les cancers ou pas rares, ou des maladies graves, on sait que souvent elles sont liées à plusieurs exposomes. Les exposomes, c'est les pesticides, ça peut être les ondes électromagnétiques de basse fréquence, ça peut être tout ce qui relève des hydrocarbures, enfin, tout un tas de facteurs environnementaux toxiques qui vont, avec un effet, ce qu'on appelle l'effet cocktail, se potentialiser pour avoir des effets dangereux sur la santé. On sait que les leucémies chez les enfants sont parfois liées à plusieurs produits. Donc on voit bien la complexité. Et pour pouvoir rentrer dans la complexité, il y a cette science de la toxicologie avec des toxicologues qui justement vont pouvoir aller sur le terrain, aider à faire des prélèvements, des carottages de terre, doser dans l'eau, les pesticides, doser ce qu'il y a sur les cheveux des enfants, des adultes, dans les urines, pour pouvoir comprendre l'impact des toxiques et des polluants sur la santé que les médecins, eux, révèlent ensuite dans l'examen clinique. Donc cette question de la toxicologie qui rejoint la stratégie d'avoir des laboratoires adaptés pour pouvoir faire ces dosages, c'est une spécialité qu'il faut accompagner pour qu'elle monte en charge ici aussi dans votre pays. Il y avait cette question sur les fonciers. Oui, sur les fonciers. Ouais. Et on va ajouter aussi, peut-être pour terminer avec vous et avec peut-être tout le monde, par rapport à l'agroécologie. On aimerait savoir quand même s'il y a des défis par rapport à ça. C'est vrai que c'est une bonne alternative par rapport à l'utilisation, surtout abusive, des pesticides chimiques. Si on veut utiliser des biopesticides par exemple, est-ce que c'est facilement accessible pour les maraîchers qui se font de plus en plus nombreux, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure? Ok, merci madame. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que la question foncière,
dans une ville comme Kinshasa, c'est un enjeu majeur. Okay? Vous êtes ignoré que Kinshasa, si j'ai de voir, c'est autour de 9000 km². Et nous habitons combien en termes de pourcentage? 10%. C'est-à-dire tout le monde, nous sommes de ce côté, et Maluku, Sélé, qui sont des communes spacieuses, sont inhabitées. Et une concentration. Voilà, ce sont autour des... Bon, bref, ce côté ici. Et donc, les maraîchers évoluent où? Les maraîchers évoluent plus dans les espaces périurbains. Et aujourd'hui, nous vivons un phénomène qu'on appelle la périurbanisation de la ville de Kinshasa. Okay? C'est-à-dire que l'espace périurbain doit être grignoté par des habitations. De manière générale, vous allez voir, si vous allez parler aussi des Massina, là où on cultivait, maintenant aujourd'hui, il y a des maisons qui sont construites. Si vous allez à Lemba Imbo, je crois qu'il y a une année, j'étais là, l'espace est occupé aujourd'hui. Par qui? Vous pouvez imaginer. Et donc, aller là où on cultivait, c'est maintenant les gens qui sont en train de construire, ou sont XI, autorités XI qui sont en train d'équiper des espaces. Donc là, la question foncière, c'est cette question-là, il faut que ça sa globalité. Alors, pour les maraîchers, je vous informe peut-être que vous serez étonnés, il y a des maraîchers qui occupent des espaces depuis 20 à 30 ans. Si vous allez en du brasserie, par exemple, en dit Secomaf, c'est un espace qui a été lotisé par l'État congolais lorsque les Belges, les colonisateurs ont voulu approvisionner avec ça en légumes. On a réparti les sites par les maraîchers. Aujourd'hui, ceux qui sont les enfants de leur papa qui fit les acquéreurs de ces terres. Vous voyez, la terre se donne maintenant par succession. Il y a 15, 20, 30 ans, ils sont là. Elles sont considérées comme des locataires aujourd'hui. Allez-y comprendre. Ça, c'est la question foncière, qui ne peut pas empêcher les maraîchers d'aller vers ça. Pour l'accessibilité aux biopesticides. Et heureusement encore, les projets appuyés aujourd'hui par Médecins du Monde, projet santé et environnement, collaborent avec les scientifiques qui fabriquent les biopesticides. Ils ont déjà commencé même à proposer leurs produits aux maraîchers. Sur le site de Massina, le site d'Ndjili, ils sont là. Mais la grande question, comme on dit toujours, c'est est-ce qu'ils ont compris les biens fondés? Oui, parce qu'aujourd'hui, les maraîchers ne sont pas idiots, hein, ils commencent à comprendre qu'il y a un danger autour des pesticides chimiques. Est-ce que c'est accessible économiquement? Okay. Est-ce que 100 ml de biopesticides sont pris comparativement à 100 ml de pesticides chimiques? Est-ce que 1 gramme et 10 grammes, c'est ça? Parce qu'ils se disent, j'ai 10 000 francs pour les pesticides. Si j'achète les biopesticides, c'est 50 000. Non. Il va tourner vers les moins chers, même si la qualité poserait problème sur le plan sanitaire, sur le plan écologique. Donc, c'est question de travailler sur la qualité, le produit est déjà là, mais les prix, mais aussi à ramener la production à une échelle où on peut en avoir à tout moment dans des boutiques ou les officines. Subventionner justement c'est un peu indirectement ce que je veux dire. Donc, rendre les produits accessibles économiquement. Mais le défi aussi pour atterrir, madame, sur les facteurs écologiques, c'est aussi les consommateurs. Nous, les consommateurs, nous devons aussi encourager ceux qui produisent avec les biopesticides. Ok? Si moi et vous et lui, nous savons qu'en Ndjili Brasserie, chaque samedi, on expose des légumes, les gombos, les tomates, produits dans les conditions agroécologiques, et 1 kilo est vendu même à $5, je parie que M. Alfred, même 1 kilo c'est cher, mais il va dire, plus que ces produits est de bonne qualité, j'irai acheter. Et on fera une sorte un marché de niche pour ces maraîchers-là, et donc on va les encourager. Merci. La première question a été adressée à vous. On vous donne aussi l'occasion de terminer par un mot que vous n'avez pas dit et vous pensez qu'il faut le dire en ce moment. Madame, simplement, je veux remercier mes collègues d'avoir débattu sur un sujet qui est compliqué, qui allie de la science, mais aussi l'économie, la politique. C'est un sujet où il y a beaucoup de pression. Mais voilà, je pense qu'on est engagé, Médecins du Monde, sur les questions de liberté, aussi de santé publique et de santé individuelle. Et je crois que l'enjeu, c'est que les consommateurs, on l'a dit, mais que aussi les maraîchers et maraîchères puissent vivre de leur travail en étant le moins exposés possible, en ayant une vie qui soit la plus agréable possible. Voilà. Et pour ça, il faut de la transparence, il faut du courage politique, il faut du courage des associations de la société civile et des chercheurs. Et nous, on va accompagner cette dynamique à notre niveau, de manière très modeste, en essayant de contribuer à cette évolution favorable à tous.
Alors, merci beaucoup, docteur Jean-François Corti. Je rappelle que vous êtes le président de Médecins du Monde et vous êtes en séjour à Kinshasa, justement pour voir le travail, comment il est fait sur terrain et aussi pour mener ce plaidoyer de Médecins du Monde. Monsieur Mamba Mamba, merci. Je rappelle que vous êtes le responsable de la direction de protection des végétaux au sein du ministère de l'Agriculture. Professeur Papi Bonkena, activiste, et on l'a senti à travers vos interventions. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci aussi pour le travail que vous faites. C'est toujours un plaisir quand je retrouve mon ami Alfred. L'environnement et la santé, ça va ensemble. On ne peut pas parler santé sans environnement. On ne peut pas parler environnement sans santé. Sans santé. C'est interlié. Exactement. Alors, merci aussi à vous qui avez pris plaisir à suivre cette émission et j'espère que le message est passé. Portez-vous bien chez vous et on se retrouve pour un autre numéro. À bientôt.